Masechet Bechorot, Daf Tet Zayin. On va commencer à partir de la Mishnah qui est en bas de la page. Hamekabel, Tson Barzel, Mina Oved Kochavim, Vladotehen Pturin, Vladotehen Hayavin. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, qu'est-ce que c'est que Tson Barzel? Et ensuite, Hamekabel Tson Barzel. Le mot Tson Barzel, si on le traduit littéralement, c'est un bétail d'acier. Ça ne veut rien dire. Un troupeau en fer, en métal. Vous avez déjà vu un mouton en acier? C'est une statue. En fait, c'est une expression. C'est une expression. C'est comme on dit en français, dur comme fer. Quelque chose sur lequel on peut vraiment s'appuyer tranquillement, c'est comparé au fer, au barzel. Barzel un hoshet min alecha, uchiyamecha dovecha. Donc, tson barzel, ça veut dire de l'argent qui est assuré, garanti. Tôt ou tard, cet argent reviendra. Prenons par exemple, il y a au niveau du mariage, au niveau du contrat matrimonial, il y a ce qu'on appelle Nirse Meloug et Nirse Tson Barzel. Ça veut dire quoi? Dans la Ketouba, le mari écrit que tout ce que la femme a ramené avec elle comme dot en mariage, alors il s'en porte garant. Ça dépend. Il y a des choses pour lesquelles il se porte garant, et il y a des biens immobiliers pour lesquels il ne se porte pas garant. Mais tout de même, il peut en jouir. Quelle est la différence entre Nirse Meloug et Nirse Tson Barzel? C'est que Nirse Meloug, le mot Meloug, ça veut dire Meliga, plumage, plumé. Quand on prend une poule et qu'on la plume, qu'on la déplume, ça s'appelle faire Meliga. Un bien immobilier que la femme ramène avec elle comme patrimoine, comme dot en mariage, le mari a le droit de la jouissance, de l'usufruit. Ça s'appelle moleg. Il est moleg, il va plumer ce terrain. Il va d'abord, par exemple, semer, cultiver, si c'était un champ agricole, et ensuite il va récolter les fruits, il va les commercialiser, il va en jouir. Il a l'usufruit. Lui, ce qu'il doit à sa femme, c'est les maisonnotes, il doit de la prendre en charge, de lui assurer les vêtements, chez Erak, Souta, Veronata. Elle est assurée et rassurée, mais d'autre part, ce qu'elle a ramené avec elle, eh bien, c'est lui qui va profiter. Parfois, son engagement envers elle, il est encore plus important. C'est pas seulement que à Perot la Baal, Vehagouf la Isha, le corps du bien immobilier appartient à la femme, et l'homme, il n'a que les pérotes, il n'a que les plumes. Parfois, l'homme s'engage même vis-à-vis du corps du bien immobilier. Le gouf, c'est-à-dire, il est mekabel alav ketson barzel. Il dit à la femme, combien coûtait ce bien immobilier quand tu t'es marié avec moi? Ça coûtait par exemple 10 millions de shekels? Eh bien, sache que ces 10 millions de shekels, plus tard, ça reste à toi. Si jamais il y a divorce, si jamais il y a veuvage et ainsi de suite, eh bien, sache que tu auras 10 millions de shekels. Même s'il va y avoir une dévaluation, une réduction de valeur de ce terrain, eh bien, toi, tu auras tes 10 millions. S'il y a une plus-value, c'est moi qui gagne. S'il y a une perte, c'est moi qui perds. Im pihatu, pihatu lo, ve im hotiru, hotiru lo. Vous avez déjà entendu ça dans la Ketouba? Faites attention quand vous êtes proche de la Choupa. Mais nos chanteurs sous la Choupa, ils se facilitent le travail, ils lisent pas toute la Ketouba. Ils lisent le haut, ils lisent le bas. Une fois que la mélodie est bien passée, ils s'arrêtent. Mais là-bas, dans la Ketouba, vous voyez clairement Kibel alav, Kenirse Tson Barzel, Sheim Hotiru Hotirulo, Bim Pihatu Pihatulo. C'est ce qu'on dit.
Donc vous avez compris l'idée. C'est simplement, je voulais dire ça en introduction, pour que vous compreniez le principe de Nirse Tson Barzel. Des biens qui sont considérés comme un troupeau de fer, c'est-à-dire quelque chose de durable, quelque chose de fiable, de sûr. J'allais dire que c'est comme une vente. D'accord? Puisque ce bien immobilier, quoi qu'il lui arrive après, eh bien la femme elle est assurée. C'est comme si le mari avait acheté le bien immobilier et qu'elle avait reçu l'argent. Bon, maintenant de quoi on parle? On n'en est pas au niveau du mariage. Ici, on est dans une affaire entre un goy et un juif. Et l'incidence, c'est ce qui nous concerne à nous dans Masechet Bechorot, c'est la Kedusha du Bechor. Kadesh li kol Bechor. Mais nous avions déjà appris la semaine dernière que les halachot de Kadesh li kol Bechor, ça ne concerne que les animaux, les bêtes, qui appartiennent à un juif. Si ça appartient à un goy, ou bien même en association avec le goy, il n'y a pas de mitzvah de donner au Kohen le Bechor. Et ce Bechor n'est pas Kadosh. N'est-ce pas? Et maintenant, on va parler de Hamekabel. Hamekabel, Tson Barzel, Minaroved Kochavim. Un juif qui a reçu du goy un troupeau, un tson. Et quel était leur accord, leur contrat? Le contrat de travail, c'était que le juif entretient le troupeau, il va faire office de berger, il va s'en occuper, et il prend sur lui la responsabilité vis-à-vis du propriétaire goy. Il dit au goy propriétaire de ce troupeau, quoi qu'il arrive à ce troupeau, c'est moi qui suis responsable. Si jamais les bêtes meurent, je m'engage à te rembourser. Si jamais y a une dévaluation, ça a perdu de la valeur, eh bien c'est moi qui te rembourserai. Dans tous ces cas de figure, puisque le juif a été mekabel sur lui, et tout ça c'est en échange de quoi? En échange du partage des vladot. Ça veut dire que désormais, les petits qui vont naître dans ce troupeau, ils vont se partager. C'est ça un métayer, un kablan. C'est quoi un mekabel? C'est pas juste un poel. Un mekabel, c'est quelqu'un qui travaille pour recevoir quoi comme salaire? Un pourcentage de la production. Ça peut exister pour l'agriculture. Il y a un propriétaire de terrain qui donne à un agriculteur et il lui dit « ton salaire sera un pourcentage de la production ». Ça s'appelle un mekabel. Un haris. La même chose ici. Alors, le juif, quand il va prendre une partie de ses moutons, une partie de ses bêtes, de ses vaches, maintenant, a priori, ça lui appartient. Si ça lui appartient, donc il y a là un digne de Bechor. Lorsque la vache va donner naissance à un petit veau, premier-né, lorsque la brebis va donner naissance à un petit agneau, premier-né, il y a une kedusha de Bechor normalement. La Mishnah nous dit non. Étant donné que le propriétaire, c'est le goy, bien que le juif est associé en quelque sorte, et même il a reçu une partie de ces vaches-là en salaire, malgré tout, ces vaches ou ces brebis, si elles donnent naissance à un Bechor, il n'y a pas de Gdusha de Bechor. Et pourquoi? Parce que c'est Tson Barzel. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est Tson Barzel? Étant donné que si jamais il y a des bêtes qui sont mortes accidentellement, si jamais il y a eu une dévaluation des biens, alors le goy va se rabattre sur quoi? Sur le juif, mais sur quoi? Déjà, qu'est-ce qu'il va prendre en premier lieu? Eh bien, des moutons. Il va dire, il y a des moutons qui sont morts, je te prends les autres.
Ça veut dire que même si en tant que salaire, il y a une partie qui te revient à toi, juif, mais en tant qu'hypothèque, moi, j'ai le droit de te saisir. Ce droit de saisie qu'a le goy, à titre de Tzon Barzel, c'est ce qui fait que, quelque part, on peut considérer que le goy, il a une propriété, même dans la propriété du juif. Et étant donné qu'il a un droit de saisie par rapport à tous ces animaux, alors les bêtes qui appartenaient au goy sont mortes accidentellement. Maintenant, le juif, comme il a été mekabel sur lui en tant que Nirsetson Barzel, c'est-à-dire qu'il a assuré le goy en lui disant « Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, moi je t'assure le capital ». Mais comment est-ce qu'il lui assure le capital? Principalement, c'est que le goy va se rabattre sur le troupeau. Et donc il va lui saisir déjà les animaux qui sont nés. Alors même si ces animaux qui sont nés appartiennent partiellement aux juifs, puisqu'un métayer, comment est-ce qu'il touche son salaire? C'est un pourcentage du produit. Puisque c'est un pourcentage de produit, donc on devrait dire que, au moins, ce qui revient aux juifs appartient aux juifs. Et donc désormais, ces vaches et ces brebis qui font partie du salaire du juif, si elles donnent naissance à des Bechorim, eh bien ces Bechorim-là devraient être considérés kadosh. Et on devrait le donner au Kohen qu'il en fasse korban. Malgré tout, la Mishnah te dit, patour, il n'y a pas de Gdushat Bechor. Pourquoi? On a déjà appris du Passouk. Bibne Israël velo be'acherim. La Kedusha de Bechor n'a lieu d'être que si l'exclusif propriétaire, c'est le juif. Mais s'il y a un goy qui est associé, qui a aussi une partie de la propriété, même un pourcentage, eh bien ça suffit pour désacraliser le Bechor. Il n'y a pas de Kadesh Likol Bechor, il n'y a aucune mitzvah de Bechor là-dedans. C'est ce que la Mishnah est en train de nous enseigner ici comme Hidouche, c'est que non seulement que les animaux de la première génération, qui appartenaient initialement au Goy, Bevadaï, que le Bechorim qui vont naître, évidemment que ces Bechorim n'ont pas de Kedusha, puisque la mère appartenait au Goy, mais même les petits de la deuxième génération, même ces petits-là, n'ont pas de Kedusha de Bechor. Mais pourtant, il y a une partie de ces petits qui reviennent aux Juifs. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Kedusha de Bechor? Réponse, étant donné que c'est Tzon Barzel, puisque le Juif s'était engagé vis-à-vis du propriétaire Goy, que si jamais certaines de ces bêtes allaient mourir accidentellement, ou certaines de ces bêtes allaient perdre de la valeur, alors lui, le Juif, s'engage à lui rembourser. Oui, les bêtes initiales. Exactement. Mais comment est-ce que le Goy allait assurer son remboursement? C'est pas seulement que le Juif allait débourser de sa poche de l'argent, mais en quelque sorte, il y a là un arrangement tacite, implicite, que la production du troupeau lui-même sera garant du troupeau. C'est-à-dire que les petits de la deuxième et troisième génération seront les garants pour la première génération. Et s'il y en a de la première génération qui meurent ou qui perdent de la valeur, le juif se doit de rembourser au goy, comme il s'était engagé, puisque c'est ça Tzon Barzel, mais étant donné que l'hypothèque repose sur ces bêtes-là, alors ces bêtes-là qui font partie du mashkon, le gage, ce sont des gages, ce sont des garants pour le remboursement, eh bien c'est comme si le goy était déjà propriétaire, et par conséquent, la bête qui donnera naissance à un Bechor, étant donné que la mère appartient, entre guillemets, appartient potentiellement au goy, eh bien le petit ne sera pas kadosh. Même si finalement il s'est dégagé. Merci de regarder les deux dernières lignes de Rashi de la page. Amekabel Tzon Barzel,
Chez Shamlo, Rovet Kochavim Behemotav, Bedamim Ktsuvin. Alors attention, le mot Sham, il ne faut pas lire chez Sam, parce que très facilement, les gens auraient pu se tromper dans la lecture et dire chez Samlo, Rovet Kochavim Behemotav Bedamim. Non, chez Shamlo. Le mot Sham, ça veut dire faire une chouma. Qu'est-ce que c'est qu'une chouma? Une évaluation. D'ailleurs, aujourd'hui, en Israël, quand vous avez un expert pour évaluer votre maison, ça s'appelle Shamaï. En tout cas, chez Shamlo. Rovet Kochavim Behemotav Bedamim. Ktsuvin. C'est-à-dire que le goy a évalué ses behemoth en donnant une valeur, en fixant une valeur précise. Velatetlo tam damim ad eser shanim. Ben metu ben huzlu. Et il lui dit, voilà par exemple, pendant 10 ans, monsieur le juif, je vais te céder mon troupeau. Pendant une dizaine d'années, tu vas travailler avec. Mais ce que ça coûte aujourd'hui, c'est le prix du capital pour lequel tu t'engages à me rembourser. Veotan vladot. Sheiyu lahem ad otozman, iyu benehem. Et les petits qui vont naître pendant ces 10 ans seront partagés entre eux. Comme je dis, pourcentage. Ça peut être 50-50, ça peut être 60-40. Alors, Vladotéen Pturim mina Bechora. Regardez Rashi, le dernier Rashi de la page. Vladotéen Peturim. Les petits sont exempts. Ils sont exemptés de la Bechora. C'est-à-dire que même s'ils donnent naissance, même si les petits du juif ont donné naissance à des Bechorim, ils sont patour de Bechora, puisque, comme j'ai dit, le goy a un droit sur ses petits. Alors, je tourne la page et je vous fais relire en une seule phrase. Hamekabel tson barzel min harovet kochavim. Vladotehen pturim. Attention. Vladotehem hayavim. Vladotehem hayavim. Je vous fais lire le Rashi, le premier Rashi de la page. Vladotehem. Les petits de la première génération sont exemptés de Bechora. Mais les petits de la... Non, alors, écoute, maintenant, essaye de comprendre. Il y a la première génération, c'est-à-dire les parents. D'accord? Ça, c'est le troupeau initial. Il y a leurs petits, ça appartient au goy. Le juif, il s'est juste engagé, porté garant. Il s'est porté garant. Alors, ensuite, on a les petits. On va les appeler comment? Deuxième génération? Allez. On va les appeler deuxième génération. Ensuite, on a les petits de la troisième génération. Il faudrait qu'on s'accorde. Je vais vous dire, c'est très important écoutez Rabotaï. Ce que je vous dis maintenant, c'est très important parce qu'il faut qu'on sache communiquer. Parce que sinon, dans quelques minutes, vous allez voir la bagarre. Parce que première génération, deuxième génération, c'est ça le sujet là maintenant. Ça va être le nombre de générations. Alors, on s'accorde. Première génération, c'est les parents. C'est-à-dire le troupeau lui-même que le goy a donné aux juifs à garder. D'accord? À gérer. Il lui a dit, tu vas les entretenir, et ensuite, on se partagera la production. 50-50. D'accord? Donc la deuxième génération, on va se la partager. Les petits. D'accord? Ils vont être associés. Mais une fois qu'on est associés, qu'est-ce qu'on fait? Après, on fait un partage. C'est-à-dire, 50% va à droite, 50% va à gauche. Donc maintenant, les 50% qui vont à gauche, c'est-à-dire qui vont aux juifs, c'est ça ce qui nous intéresse, parce que les 50% qui vont au goy, ça c'est évident qu'il n'y a pas de mitzvah. Nous on parle des 50% qui vont aller aux juifs. Oui. Ça peut être 40-60. Ça peut être 30-70. C'est un partage au pourcentage. Alors regardez Rashi, le premier Rashi de la page. Vladotehem shel otot tson barzel. Les petits de ce troupeau qu'on appelle tson barzel. Kesheigdelu. Veivakeru ipatru mina bechora. Quand ces petits vont grandir et vont avoir eux-mêmes des bechorim, eh bien ces bechorim seront patour. Alors, on parle de qui? C'est qui les bechorim? Troisième génération. On a compris. Étant donné que la deuxième génération
elle se porte garant pour assurer la première génération. Donc les Bechorim de la troisième génération n'ont pas de Kedushat Bechor. Je répète mes mots. Je pèse mes mots. Alors, je répète encore une fois. Étant donné que les petits de la deuxième génération sont portés caution pour assurer la première génération, qui est le troupeau initial, de ce fait, le goy a un droit d'hypothèque. Puisqu'il a un droit d'hypothèque, on a déjà expliqué longuement en tout début du cours que ça donne au goy automatiquement un droit de propriété sur la deuxième génération. C'est qui la deuxième génération? C'est la mère de la troisième génération. Voilà pourquoi la troisième génération n'a pas de Kedusha de Bechor, parce que la deuxième génération, elle appartient potentiellement au goy par le droit de quoi? De remboursement. Quand on parle de garantie, c'est qui est garant pour qui? La deuxième génération est garante pour la première. Jusque-là, tout va bien? Très bien. Alors, si la deuxième génération, elle est garante pour la première, bien que elle appartient à qui concrètement? Moitié-moitié. Maintenant, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la moitié du goy, la moitié du juif? La moitié du juif. Maintenant, la moitié du juif, qu'est-ce qu'elle a? Elle est caution. Elle est caution, bravo. Elle est caution pour la première génération. La partie du juif, elle est caution pour la première génération. C'est ce qui fait que, entre guillemets, le goy est considéré comme associé propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il a un droit de préemption, il a un droit de saisie. Donc cette deuxième génération est considérée comme étant potentiellement appartenant au goy grâce à son droit de saisie. Et donc automatiquement, cette deuxième génération, si elle donne naissance à un Bechor, le Bechor de la troisième génération, qui est troisième génération, le Bechor qui est troisième génération, est patour, puisqu'il est né d'une mère qui était déjà potentiellement appartenant au goy. Regardez Rashi. Rashi, premier Rashi de la page. Vladotehem shelotan tsorn barzel. Mais suivez, concentrez-vous. Vladotehem shelotan tsorn barzel. Les petits de cette première génération. Ksheigdelu, quand ils vont grandir. Veivakeru, ils vont donner naissance à un Bechor. Ipatru mina Bechora. Ce Bechor-là, il sera patour de Bechora. Vetarma mefaresh bagemara. Et la raison est donnée dans la Gemara. Des Kevan, puisque des ilo yahiv lezouze la ovet kochavim, car si le juif ne donnera pas de l'argent en liquide au goy pour assurer ce sur quoi il s'est engagé, c'était quoi la responsabilité du juif? C'est d'assurer le capital. Quoi qu'il arrive, que les bêtes meurent, que les bêtes perdent de la valeur, dans tous les cas de figure, le goy doit recevoir du juif le capital initial. Maintenant, si il arrive quelque chose et que le juif n'a pas d'argent en liquide, qu'est-ce qu'il va faire le goy? Alors, ta fils Behema. C'est quoi ta fils Behema? Il va saisir des bêtes, le troupeau. Ve'ilo mashkar Behema, ta fils Vladot. Et s'il ne trouve pas de Behemoth, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui prendre les Vladot. Ishtekah, il s'avère, des shaykha yad ovet kochavim be'iman. Donc, il s'avère rétroactivement que le goy, il a quelque part une association, une propriété au niveau de la mère. Et donc la mère, si elle est partiellement appartenant au goy, donc elle ne peut pas avoir de Kedushat Bechor par rapport à son petit Bechor. Regardez la quatrième ligne de Rashi. Vladé, Vladot, Hayavin. Maintenant, la troisième génération, on avait dit qu'elle était patour. Maintenant, quand on va dire Vladé, Vladot, Hayavin, c'est-à-dire les petits qui seront la quatrième génération. Regardez bien, Vladé, Vladot, Sheltson Barzel, Hamagiot Lechelko, Ksheyu Lahem Vladot Bechorot, Inatnu la Kohen, Dehainu, Revi'it, Letson Barzel, Inaten la Kohen. C'est-à-dire, là maintenant on arrive à la quatrième génération. Comme on arrive à la quatrième génération, Tson Barzel, c'est la première génération. Les petits, deuxième. Ils ont donné naissance à un Bechor, qui est donc la troisième génération. Il n'y a pas de Gdushat Bechor. Pourquoi il n'y a pas de Gdushat Bechor? Bravo. Parce que la mère, elle appartient
potentiellement au goy. Comment? Par rapport à son droit de saisie. Que si jamais il y a eu des morts, il n'a pas d'argent liquide pour rembourser, il peut saisir cela. Alors de ce fait, on considère que la deuxième génération appartient potentiellement au goy, donc les petits de la troisième génération n'ont pas de Kedushat Bechor. Par contre, la quatrième génération, non. Qu'est-ce que ça veut dire non? Le salaire lui-même, c'est qui le salaire? C'est les petits. C'était ça le salaire. Le salaire, c'était quoi? C'est qu'il lui donne le troupeau, la première génération, à entretenir en tant que berger, et les petits se les partagent, 50-50. Donc c'est quoi le salaire? C'est les 50% qui vont revenir aux Juifs. Ce salaire-là, c'est ce que j'appelle deuxième génération. Les 50% de la deuxième génération vont aux Juifs. Là, ce salaire-là, il lui dit, le goy, écoute-moi bien, si jamais j'ai une perte dans mon capital et que tu n'as pas d'argent liquide à me rembourser, qu'est-ce que je vais te saisir? Le salaire. Donc les 50% qui te reviennent, qui sont ton salaire, c'est eux que je vais te saisir. Puisqu'il a un droit de saisie, et c'était ça l'engagement, donc automatiquement, il a potentiellement un droit de propriété. Puisqu'il a potentiellement un droit de propriété, alors les petits de la troisième génération, c'est-à-dire le Bechor, n'a pas de Gdusha. Mais maintenant, quatrième, ce petit-là, qui est né qui n'avait pas de Gdusha de Bechor, ok? C'est-à-dire la troisième génération n'avait pas de Gdusha de Bechor. Maintenant, ce Bechor-là lui-même, ou bien cette femelle-là, de la troisième génération, elle a donné naissance à une quatrième génération. Là, c'est bon. Pourquoi? Parce que maintenant, ça, c'est déjà le résultat de la saisie. Pardon, le résultat du salaire. Ce n'est pas le salaire lui-même. Le droit de saisie, c'est sur le salaire. Mais maintenant, ce salaire-là lui a donné naissance à une autre progéniture. Quatrième génération. Là, le goy n'a plus le droit de saisie. Puisque le goy n'a plus le droit de saisie, désormais, il y a une Kedushat Bechor. Alors c'est très subtil. C'est la transition de la troisième à quatrième génération, c'est là où le changement de statut aura lieu. Le Bechor de troisième génération n'est pas Kadosh, pourquoi? Parce que le goy a un droit de saisie sur la deuxième génération. La mère de ce petit Bechor, sa mère à lui, c'était elle qui était en droit de saisie. Puisque la mère, elle pouvait potentiellement appartenir au goy, donc son petit Bechor qui est né dans une mère qui appartient au goy, il n'y a pas de Gdusha. Mais le petit lui-même, Gamarnou, il n'y a plus de saisie. Alors imaginons maintenant que ce n'est pas un Bechor, c'est une Bechora, ou une bête normale. Troisième génération, elle-même, elle n'appartient pas au goy. Alors si elle donne naissance à une quatrième génération qui est Bechor, le juif sera chayav de donner au Kohen le Bechor. C'est ce que nous dit la Mishnah. Vladotehen peturin. Vladotehen hayavin. Je relis le Rashi de la quatrième ligne en haut. Vladot hayavin. Vladot shel Tzon Barzel. Hamagiot le helko shel Israël. Qui reviennent de droit au Israël en tant que salaire. C'était ces 50%. Ksheyu lahem vladot bechorot. Quand ils auront eux-mêmes donné naissance à une quatrième génération de Bechor, inatnu la Kohen, dehainu revirit le Tzon Barzel, inaten la Kohen. C'est-à-dire que ce sera considéré la quatrième génération par rapport au Tzon Barzel, la première génération qui s'appelle Tzon Barzel, ce sera donné évidemment au Kohen. Si la première génération est décimée entièrement, pourquoi le manque, si c'est un manque complet, pourquoi la quatrième génération n'est pas faite de remboursement puisqu'il peut prendre n'importe quoi? Alors non, il peut. Bonne question. Généralement, la saisie ne se fait pas sur du mobilier. Généralement, toute saisie, toute hypothèque, c'est sur de l'immobilier. Ici, c'est exceptionnel. Pourquoi de la deuxième génération, il peut lui saisir? Parce que c'est le salaire lui-même. Il peut faire une saisie sur salaire. Mais en temps normal, il n'y a pas de saisie sur du mobilier. Toute hypothèque, c'est par rapport à l'immobilier. C'est là où il y a une notion d'hypothèque.
Même si je peux saisir au dernier moment, mais je ne peux pas considérer que rétroactivement ça lui appartient. Même si en valeur réelle, il n'est pas rentré dans son argent. Nahon. Même si en valeur réelle, il n'y a pas la compensation de ce qu'il a. C'est vrai. Il va pouvoir le saisir, mais pas spécialement ce troupeau. Il peut saisir même sa table de la salle à manger. Son prix, c'est pas sur le troupeau, puisqu'il s'indemnise par des bêtes. Il ne s'indemnise pas sur autre chose. Il ne s'est pas engagé de payer par an en argent. Non. L'engagement, alors je réexplique. L'engagement, c'est de l'argent. L'engagement de base, c'est de l'argent. Après ça, s'il n'y a pas d'argent, il y a des cautions, il y a des saisies. La saisie, elle ne se focalise pas directement sur le troupeau. Pourquoi plus ce troupeau qu'autre chose? Alors, ce saisie, pourquoi est-ce qu'on a dit que potentiellement, il a un droit de saisie du troupeau? Parce que le troupeau, c'était le salaire. Et qu'est-ce qui est le salaire? C'est la première génération. Mais ce qui est issu du salaire de la première génération, ça, c'est déjà plus le salaire. Ça, c'est déjà... Voilà. Donc maintenant, c'est ce qui fait la différence. Maintenant, la Mishnah continue et nous dit He'amid vladotehen tahat imotehen. Vladé vladot pturin, vladé vladot hayavin. La Mishnah nous dit que maintenant, la Mishnah nous dit que ça peut se décaler d'un cran, de 2 crans, de 3 crans. Ça veut dire que tout maintenant dépendrait de l'arrangement entre eux. Si le juif dit explicitement au goy, écoute, l'hypothèque sera étendue jusqu'à la 3e génération. Normalement, l'hypothèque, on a dit, le droit de saisie, c'est sur salaire. Prélèvement sur salaire. Le salaire, c'est quoi? C'est la 2e génération. C'est ça le salaire. C'est la raison pour laquelle on avait dit que c'est seulement le Bechor de 3e génération qui n'a pas de Gdusha. Parce que la 2e génération qui lui a donné naissance appartenait potentiellement au Goy en tant que droit de saisie. Mais le Bechor de 4e génération, qui lui est né chez la bête qui est de 3e génération, qui elle n'est pas le salaire, donc il n'y a pas le droit de saisie sur la 3e génération, plus que n'importe quelle autre saisie. Donc je ne peux pas considérer que le goy a potentiellement une propriété. Et par conséquent, le Bechor de 4e génération, il sera kadosh, et le juif devra le donner au Kohen. La Mishnah nous dit, ça c'est en tant que stam, s'il n'y a pas eu d'arrangement explicite. Ça c'est quand c'est une situation normale, de Tzon Barzel classique. Mais si jamais le juif a dit au goy, écoute-moi bien, je te rends service, c'est que je suis prêt à ce que tu te rabattes, pas seulement sur la 2e génération, qui est mon salaire, mais je suis prêt à hypothéquer même les petits de la 3e génération. Ça veut dire la progéniture de mon salaire. Même la 3e génération qui n'est pas le salaire lui-même. Le salaire, c'est la 2e génération. Mais ce qui va naître de la 2e génération, c'est déjà à moi. Et malgré tout, je te le soumets, je vais l'assujettir au remboursement. Je l'hypothèque. Et donc, on se retrouve à nouveau avec un droit de saisie du goy qui repose sur la 3e génération. Donc la 4e génération aussi, pareil, le petit Bechor qui va naître n'a pas de Kedusha, puisque sa mère, qui est la 3e génération, sa mère, elle est quoi? Potentiellement appartient au goy. Elle fait partie de l'hypothèque. Regardez le Rashi. Le Rashi, c'est le Dibour Amatril, c'est le titre qui est au sommet des petites lignes. He'emid vladot tahatimotehen. Il a mis les petits à la place de leur mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Shepatahlo petah la'ovet kochavim liyot lo koach bavladot ve'amarlo im yamutu abehemot titol avladot hamagiot lechelki ve'iyu tahat yadi be'otam damim ad otozman atzmo. C'est-à-dire jusqu'à 10 ans, pendant ces 10 années où tu me laisses ton troupeau, eh bien, ce sera considéré que même la 2e génération, la 3e génération sera aussi assujettie. Alors dans ce cas-là, regardez Rachid après,
Vladotéen, aussi patour de Bechor. Pourquoi? Hashta, maintenant, Alima Yad Ovet Kochavim. Elle est puissante, la main du Goy. Ça veut dire que la force du Goy, elle s'étend à une génération supplémentaire. Veshaïcha Bedor Aher. C'est quoi Veshaïcha Bedor Aher? Tfé. Ça s'étend à une génération supplémentaire. Veshaïcha Bedor Aher Tfé. Une génération de plus. Hilkar. C'est la raison pour laquelle. Vladot Shel Otan Vladot. Les petits de ces petits, à savoir la 4e génération, Shehem Vladé Vladot les Tzona Barzel, qui font la 4e génération par rapport au Tzon Barzel, Peturim, sont patour, des Shaykha Beou Yad Oved Kochavim. Ils sont patour de quoi? De Bechora. Puisque la mère, qui appartient à la 3e génération, elle appartient au Goy, potentiellement. Donc les petits de la 4e génération, il n'y aura pas de Bechor. Lorsqu'ils donneront naissance à un Bechor, on ne pourra pas donner ce Bechor au Kohen, puisqu'il n'a pas de Kedusha. Très bien. Jusqu'ici, les choses sont simples. À partir de là, on va voir que Rashbag va nous étonner, va nous surprendre. Regardez. Rashbag Omer, Afilu, Ad Asara, Peturim, Chez Aharayutan, Laovet Kochavim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashbag nous dit, même jusqu'à 10 générations, c'est patour de Bechora. Et quand on dit jusqu'à 10, ça ne veut pas dire jusqu'à 10 et pas plus. 11, 12, 13, 100, 10, c'est une expression. Même jusqu'à 10. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah une expression d'exagération jusqu'à 10? Ou Amon ou Moav. Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem. Gam dor asiri lo yavo lahem bikal Hashem. Même une 10e génération ne pourront pas épouser une juive. Un Amon ou Moav qui se convertit au judaïsme, les hommes de Amon et Moav ne peuvent pas épouser des filles juives, n'est-ce pas? Même après 10 générations. Alors quoi, 11 générations, c'est bien? Non, ça veut dire même jusqu'à 10. 10 et plus. 10, ça veut dire même beaucoup. La même chose. Rashbag Omer Afilu Ad Asara. Pturim. Le petit Aleph. Ad Asara Dorot. Même jusqu'à 10 générations. Pturim. Pourquoi Patour? Chez Aharayotan. La Oved Kochavim. Regardez s'il vous plaît Rashi. Aharayutan, la garantie, elle est offerte au Goy. Dele Olam, Kolma de Mashkach Oved Kochavim, ta fils. Car le Goy, tant qu'il va trouver des animaux, il va y mettre la main dessus. Alors Rashbag va dire que pendant ces 10 ans, pour lesquels le juif s'était engagé, il lui a dit, donne-moi ton troupeau. Combien il coûte aujourd'hui? 100 000 shekels, laisse-moi travailler pendant 10 ans, on se partage la progéniture 50-50. Et tes 100 000 shekels que tu as investis au début, tu es assuré, je m'engage personnellement. Quoi qu'il arrive, n'importe quel accident, n'importe quelle dépréciation de valeur, il y a eu une réduction du prix, t'inquiète, moi, je te dois 100 000 shekels du capital, et en plus de cela, 50% de la progéniture de la première génération. Sauf que, si jamais il y a eu faillite, le goy vient et il dit, tu vois combien ils sont morts du capital? Tu as vu combien de bêtes sont mortes? Eh oh, rembourse-moi, tu t'es engagé, il y avait un contrat. Il a dit, mais le contrat, d'accord, mais maintenant je n'ai pas d'argent liquide. J'ai pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas aller voler une banque. Il a dit, il n'y a pas de problème. Je vais te spolier, je vais te saisir le troupeau. Troupeau, d'accord, le troupeau du salaire. C'est quoi troupeau de salaire? C'est la première génération. Il a dit, non, non, non. Même la 3e génération de ton salaire, même la 4e génération de ton salaire, pour moi, ça reste un troupeau
qui est issu du troupeau initial, pour moi, c'est une garantie, et je te saisis d'abord le troupeau. Et de ce fait, selon Rashbag, ce droit de saisie qu'a le goy sur tout ce qu'il retrouvera dans le troupeau, même jusqu'à 10 générations, 20 générations, il va lui dire tout ça, c'est issu de mon troupeau, et il va lui saisir, ça lui donne un droit de saisie sur tout, et donc on ne peut pas limiter à une génération. Et dire que de manière tacite, de manière classique, s'il n'y a pas eu un arrangement spécial d'extension, qu'est-ce qu'avait dit le Tanakama? Il avait dit, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'il n'y a pas eu de contrat spécial pour dire qu'on étend la garantie à plus et à plus, alors ça reste à la deuxième. Alors Rashbag il dit non, ça ne s'arrête pas à la deuxième. Rashbag il dit que c'est ça la halacha. C'est qu'étant donné que tous les petits de la 3e, 4e et 5e génération sont issus du troupeau initial, le goy lui dit, comment tu les as eus ces petits-là? Il dit, ben, c'est le produit de mon salaire. Il dit, ton salaire, d'où tu l'as eu? C'est moi. Alors maintenant, mon droit de saisie que j'avais sur ton salaire, il est même sur les dérivés de ton salaire. Pas seulement sur ton salaire direct, mais même les dérivés, dividendes et intérêts de ton salaire. Tout ce qui est produit financier de ton salaire reste lié au salaire sur lequel j'avais un droit de saisie. Et voilà pourquoi Rashbag va dire que toutes les générations à venir qui sont produits du salaire pendant ces 10 années, étant donné que pendant ces 10 ans, le juif s'est engagé vis-à-vis du goy, eh bien, il n'y a pas de Bechor là-dedans. Il n'y a pas de Gdusha de Bechor. Non, la halakha est comme Ha-Chamim. Les frères et les amis, il y a une deuxième partie dans la Mishnah, qui est la conclusion de la Mishnah, mais en réalité, cette deuxième partie n'a plus rien à voir avec la précédente. D'ailleurs, dans le livre des Mishnayot, pas dans la Gemara, dans le livre des Mishnayot, c'est considéré comme une Mishnah à part. Et comme elle est hors sujet par rapport à ce qu'on vient d'étudier, elle risque de nous dérouter. Donc à titre pédagogique, je propose de sauter ces deux lignes, qui sont la fin de la Mishnah, qui est une halakha, rien à voir, et on va passer à la Gemara directement, qui traite de notre sujet. D'accord? Comme ça, on va rester dans le sujet, on ne va pas dévier. Et ensuite, Be'ezrat Hashem, on aura terminé ce traitement, et ensuite on va lire cette deuxième partie, et avec la partie Gemara relative à cette partie. Ok, Gemara. Les Memra, de Kevan de Lonakat Mara Zouze, Birshuta de Mara Kaima, Veramin hu, En Mekabelin Son Barzel, Mi Israël, Mi Pene, Sheuribit, Alma, Birshuta de Mekabel Kaima. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit qu'a priori, la notion de garantie pour laquelle s'engage l'emprunteur, tu me dis que quand il a pris sur lui un engagement, une responsabilité, c'est comme si, en fait, désormais, comme s'il a déjà donné cet objet qui se porte caution. Comme si le gage appartient déjà au propriétaire, appartient déjà au prêteur, comme si le gage appartient déjà au prêteur. C'est ça ce qui en ressort. D'accord? C'est à tel point que ça libère les Bechorot. Donc c'est l'enseignement. Alors la Gemara dit, ah bon, est-ce possible de dire une chose pareille? Si c'était vrai, comment tu peux comprendre la Mishnah dans Masechet Baba Metzia Daf Ain, qui nous dit que En Mekabelin Son Barzen Mi Israël, Mi Pene Sheuribit. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à présent, on a parlé de deux personnes, deux partenaires, un goy et un juif. Le goy est propriétaire du troupeau, et il a donné au berger qui est juif, qui s'est engagé à entretenir le troupeau, et ensuite ils se partagent les gains, c'est-à-dire la progéniture. Est-ce qu'on a le droit de faire la même chose entre deux juifs? Réhouven et Shimon. Réhouven, propriétaire d'un troupeau, il dit à Shimon, le berger, écoute, toi tu t'occupes du troupeau et on se partage la progéniture. Mais attention, alors ça c'est sûr qu'il n'y a aucun problème. Pourquoi pas? Aucun problème. Le problème se pose, quel serait le din
s'il fait ça en tant que tzon barzel, pas en tant que métayer normal. Métayer normal, il n'y a aucun problème. Je te donne mon troupeau, tu l'entretiens, tu es mon berger, et puis on se partage la progéniture. Là, il n'y a aucun souci. Écoutez où peut se poser la question. Et d'ailleurs, c'est même interdit. C'est ce que nous dit la Mishnah dans Baba Metzia. C'est lorsqu'il lui dit, écoute-moi bien, je te donne le troupeau, mais en tant que tzon barzel. Ça veut dire que tu engages ta responsabilité, tu te portes garant du prix du capital. Mon troupeau, il coûte 100 000 shekels. Tu t'engages à me rembourser coûte que coûte 100 000 shekels, et à part ça, tu me donneras aussi la progéniture. Hein? La moitié de la progéniture. 50% de la progéniture. En quoi y arrive? Alors regardez ça. Pourquoi c'est interdit? La Gemara nous dit voilà. Urminu en mekablim tzon barzel mi Israël mi pene sheu ribit. Qu'est-ce que ça veut dire pene sheu ribit? Étant donné que ça ressemble à quelqu'un qui a emprunté. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai emprunté avec intérêt. C'est-à-dire que, en fait, j'ai prêté aux juifs bergers un tzon. J'ai prêté aux juifs bergers un tzon. Je dis, vas-y, garde ça. Ok, je te prête. Et ensuite, tu me rembourses quoi? Tu me rembourses les 100 000 shekels du capital, plus une partie de la progéniture. Donc lui, il a gagné quoi? 100 000 plus Les intérêts sont les intérêts. Donc ça ressemble, mamash, à un prêt avec intérêt. Je te donne 100 000 shekels, je te prête 100 000 shekels. Ben, tu travailles avec, tu fais ce que tu veux avec. D'accord? Moi, ce que je veux à la fin, c'est 100 000 shekels plus, une seconde, plus la moitié des bénéfices. Alors, qu'est-ce que vous dites, Rabbi Nissim? Aucun problème, parce que si j'avais dans un magasin, j'achète un magasin, je mets un ouvrier à l'intérieur, je fais tout ce que des bénéfices, c'est à moi. Ça fait moitié-moitié, mais le magasin, il reste à moi. Bonne question. Répondez vous-même. Bravo. Bravo. Il n'y a aucune garantie sur le capital. Si jamais ils perdent, qu'est-ce qui se passe si jamais ils perdent? Il investit. Quel est le din si jamais il perd? Eh bien, il perd. Tant pis pour lui. Mais là, il lui dit non, il n'y a pas tant pis pour moi. Si tu perds, c'est toi qui perds. Moi, je t'ai comme prêté. Toi, tu t'engages à me rembourser le capital. Donc, en fait, je t'ai prêté. Ça, ce n'est plus du business. Là, c'est déjà, désormais, du... Quelque part, je lui fais engager sa responsabilité sur le capital. C'est-à-dire que je le responsabilise sur le business. Quelque part, quand je fais ce tenaille, quelque part, je le rends responsable de la chose. Si j'ai pas confiance en une personne, je le mets dans un magasin, je dis attention, si le magasin est cool, tu me rembourses le business. Quelque part, je le responsabilise. Mais en d'autres termes, c'est ça le prêt. Un prêt, c'est-à-dire, je vous donne 100 000 shekels, vous êtes responsable de me les rembourser, je vous ai responsabilisé en vous donnant 100 000 shekels et en exigeant de votre part à vous une restitution de 100 000 shekels, plus les intérêts. Et vous travaillez pour moi. C'est pas mal, ça? Alors, la Gemara dit que ça ressemble à un prêt avec intérêt. Ça ressemble à Alva Aberibit, et par conséquent, c'est interdit. Midera banane, comme ça ressemble à un prêt, c'est interdit. La Gemara dit, si ça ressemble à un prêt, c'est que tu considères qu'en fait, ça appartient à l'emprunteur, et l'emprunteur est en train de donner au prêteur plus que ce qu'il lui a prêté. Il lui a prêté 100 000, et il lui rend 150 000. D'accord? Mais si tu dis que le propriétaire, il reste propriétaire, en fait, il n'y a aucun prêt. Depuis le début, ça lui appartient à lui. Si tu dis que le droit de saisie du goy lui donne carrément, potentiellement, une propriété, si c'est ça la halakha, alors pourquoi tu appelles ça
comme ribit. Quel rapport avec ribit? Mais ça lui appartient. Ça appartient au goy depuis le début. C'est ça la contradiction que la Gemara pose entre Masechet Baba Metzia et Masechet Bechorot. C'est au niveau du concept. Il y a là une contradiction au niveau de la conception de ce genre d'arrangement. D'ici Bechorot, on voit que le droit de saisie qu'a le goy par rapport à la progéniture, ça le considère comme étant propriétaire, à tel point que ça fait sauter la Kedusha de Bechor. Kadesh Likol Bechor, il faut que ça appartienne au Bnei Israël. Puisque ici le goy a un droit de saisie, c'est comme si ça lui appartient déjà. Et donc le Bechor, chez qui il est né? Il est né chez le goy. Il n'y a pas de Kadesh Likol Bechor. Mais pourtant, de là-bas, si tu vois que c'est considéré comme ribit, ça veut dire quoi ribit? Ça appartient à l'emprunteur. L'emprunteur, si jamais il donne plus que ce qu'il a emprunté, alors c'est ribit. Ça veut dire que ça appartient à qui? Ça appartient à l'emprunteur. Ça appartient au Mekabel. Et pas que ça appartient au Noten. Alors dans ce cas-là, si ça appartient au Mekabel, le Mekabel il est juif. Et donc il devrait être Hayab de Kedushat Bechor. Comment tu peux considérer ici qu'il n'est pas tour de Bechora? Contradiction. Alors répétons ça dans les mots. Début de la Gemara, déduction. Les Mimra, de Kevan de lo nakat mara zouze, birshuta de mara kaima. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien que, étant donné que pendant ces 10 années, le propriétaire du troupeau n'a pas récupéré sa mise, alors en attendant, tout ce qui va naître de son troupeau initial, c'est considéré comme à lui déjà. Alors dans ce cas-là, Urminhu, comment tu m'expliques la Mishnah de Baba Metzia qui dit En mekablin son barzel mi Israël mi peneshu ribit. Un juif ne peut pas être mekabel, un troupeau d'un autre juif. Ça veut dire qu'il ne peut pas être berger en tant que métayer dans ce cadre, dans ces conditions-là de haris, de recevoir comme salaire une partie de la progéniture du troupeau. Pourquoi? Mi peneshu ribit, parce que ça ressemble à ribit. Ma pitom, en quoi ça ressemble? Si tu dis que ça ressemble à ribit, alma birshuta de mekabel kaima, ça veut dire que l'argent est considéré, le troupeau est considéré chez qui? Chez le mekabel, pas chez le noten. Réponse. Amar Abaye la kashia. Ha de kabil aleh onsa vezola. Ha de lo kabil aleh onsa vezola. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse, c'est que il y a le cas de Bechorot, il y a le cas de Baba Metzia, et on ne parle pas des mêmes conditions. On ne parle pas de personnes qui ont pris sur eux le même engagement. On ne parle pas du même engagement. Ici, on parle de quelqu'un, Bede Kabil Ale, Onsa Vezola. Rashi explique, Matnitin, Bede Kabil Ale, Oved Kochavim, Onsa Vezola. Le goy propriétaire du troupeau, quand il a donné aux Juifs, il lui a dit, si jamais il arrive à Onès, par exemple, ma bête, elle a été attaquée par une bête féroce, un accident, ou bien Zola, elle a perdu de la valeur. Au moment où je l'ai donné, cette bête a coûté 1000 shekels, maintenant elle ne coûte que 800 shekels. Ne t'inquiète pas. Le Onsa, le Zola, c'est moi qui prends sur moi. Par contre, c'est la raison pour laquelle il est considéré comme propriétaire. Ah, delo kabil ale onsa vezola. Par contre, dans le cas de figure de Masechet Baba Metzia, le prêteur a donné complètement son barzel. Il lui a dit, tu es responsable de tout. Tu me ramènes 100 000 shekels. Je t'ai donné 100 000, tu me ramènes 100 000 shekels. Moi, je te donne un troupeau de 100 000 shekels. Quoi qu'il arrive, qu'elle meure la bête accidentellement, onsa, ou zola, ou qu'elle perde de la valeur, c'est toi qui es responsable. Donc non seulement tu es responsable du capital, tu dois me donner aussi une partie de la progéniture. C'est domé les ribites. Amarle Rava. Rava lui dit, j'ai 3 questions à te poser. Rava va réfuter ce pirouche de Abaye par rapport à 3 objections. Amarle Rava. De kabil ale onsa vezola.
Tson barzel karitle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, je comprends pas. Alors, en quoi c'est barzel? C'est quoi la notion de Tson barzel? On a expliqué ça en préambule, que Tson barzel, ça veut dire qu'il y a une garantie, une assurance dure comme fer. Qu'à partir du moment où on a évalué depuis le début le prix du patrimoine, c'est cette valeur-là pour laquelle tu t'es engagé depuis le départ. Je t'ai donné un troupeau qui valait 100 000, tu me dois 100 000. C'est ça, Tson barzel. Mais si le propriétaire de ce troupeau lui dit, si jamais il y a un honnête, c'est pas grave, c'est moi qui prends sur moi. Si jamais il y a un zol, il y a eu une perte de valeur, c'est pas grave. Alors en quoi c'est un Tson barzel? Tson barzel, c'est quand tu assures le prix du capital. C'est pour ça que ça s'appelle Tson barzel. Alors comment la Mishnah, ici, a pu qualifier de Tson barzel un contrat pareil? C'est pas du tout barzel. En quoi c'est dur comme fer? En quoi ça assure le capital? Ça n'assure rien du tout. Aleph. Deuxièmement, Vérod, Maïpaska. Deuxième question, deuxième objection. Ravadi Abaye, je comprends pas. On a exactement les mêmes mots dans la Mishnah Baba Metzia et la Mishnah Maseret Bechorot. Amekabel alav tson barzel, amekabel alav tson barzel. Comment tu as fait pour trouver une différence et me dire ici on parle du cas où il a été mekabel alatzmo unsa bezola. Le propriétaire il a dit c'est pas grave pour le honnête, c'est pas grave pour le zol. Et là-bas dans Baba Metzia mekabel tson barzel, non attention, on parle du cas de figure où le propriétaire du troupeau tient absolument au remboursement de la totalité de son capital. Maïpaska, comment tu as fait pour trancher en deux ces deux Mishnayot? Ce sont exactement les mêmes mots. Ici tu me dis que c'est ça la kavana de la Mishnah, et ici tu me dis une kavana contraire. Comment tu fais ça? On ne peut pas employer les mêmes mots pour dire une chose et son contraire. Troisième objection. Vérod, adetane sefa, aval mekablin tson barzel mina oved kochavim, liflog velitne bedida, bamme devarim amurim, delo kabil ale onsa vezola, aval kabil ale onsa vezola, shapir dami. Là, c'est la bombe atomique. Ravadi Abaye, en plus, si c'était vrai, halachiquement parlant, ce que tu dis, que le problème de ribit n'a lieu d'être que lorsque le propriétaire du troupeau n'a pas pris sur lui onsa vezola. Mais s'il avait pris sur lui onsa vezola, donc il n'y a pas de problème. D'accord? C'est comme vous avez dit tout à l'heure, très joliment, c'est un investissement normal. Moi j'investis, toi tu travailles, et on se partage les gains, les bénéfices. D'accord? Donc c'est pas comme un prêt. D'accord? S'il arrive quoi que ce soit, ne t'inquiète pas, je prends ça sur moi. La Gemara dit, mais si Behemet c'était cela la kavana, si c'était cela Behemet, le din, alors pourquoi est-ce que dans ma Masechet Baba Metzia, on a eu besoin de parler de deux cas de figure différents? On a dit comme ça, Bam et Devarim Amurim. Quand est-ce qu'il y a un problème de ribit? C'est seulement lorsqu'on a deux partenaires qui sont juifs, Reuven et Shimon. En effet, on n'a pas le droit de prêter avec ribit. Mais si il y a un goy dans l'affaire, il n'y a plus de issour de ribit, puisqu'on a le droit d'emprunter avec ribit d'un goy. Alors ici, le goy, il a prêté au juif, et le juif il a remboursé plus, ma'abaya, c'est moutar. La nochri tachir. Alors la Gemara dit, mais maintenant, d'après toi, Abaye, on n'a pas besoin d'aller chercher le goy pour trouver une autorisation. Même entre deux juifs, on pourrait trouver un cas de figure où c'est moutard d'être mekabel tson barzel, parce que ça ne ressemble pas à ribit. Lequel cas? Le cas où le juif a été mekabel sur lui, onsa vezola. Si jamais le juif, propriétaire du troupeau, il dit au berger, écoute, ne t'inquiète pas, même si jamais il y a des problèmes, je suis là pour assurer, je prends ça sur moi. Dans ce cas-là, ça devient un investissement classique, normal. Il n'y a aucune ressemblance avec Halva Beribit. Dans ce cas-là, c'est permis. Alors la Mishnah, qui, elle, cherchait un cas de figure de Heter, où on a le droit d'avoir cet arrangement de Mekabel Tson Barzel, pourquoi est-ce qu'elle avait besoin d'aller chercher le cas du Goy? Bam et Dvarim Amurim be Israël.
Aval be'ovet kochavim mutar. Mais non, tu aurais pu dire, même avec un Israël, il y a Israël et Israël. Dans la Récha, tu aurais dû dire, voilà pourquoi c'est assour, ça ressemble à Ribit, parce qu'on parle d'un Israël qui n'a pas pris sur lui Onsa Vezola. Et dans la Sefa, tu me dis, Aval, im kibel alatzmo Onsa Vezola, c'est mutar parce que ça ressemble pas à Ribit. Pourquoi la Mishnah n'a pas fait ça? C'est un chidouche plus grand. Plutôt que d'aller chercher loin l'histoire du Goy, mais en parlant toujours du même contexte, tu as un cas assour, un cas mutar. Ça aurait été un chidouche plus fort. À cause de ces trois objections, Rava réfute le tiroutz de Abaye. Et donc on revient à la case départ, à savoir qu'on a ici une contradiction entre les deux Mishnayot. Notre Mishnah à nous laisse entendre que le propriétaire du troupeau, puisqu'il a obtenu une garantie, un droit de saisie au niveau du salaire, ça lui donne un droit de propriété, potentiellement il est considéré propriétaire, à tel point que si ce petit-là va donner naissance à un Bechor, eh bien, il n'y a pas de Gdushat Bechor, parce que le Goy est propriétaire de ce Bechor, de la mère du Bechor. Alors que dans Baba Metzia, tu me dis que pas du tout. C'est considéré comme un prêt, sous-entendu que ça reste la propriété de l'emprunteur, la propriété du métayer. Alors il faut répondre à cette contradiction, puisque la réponse de Abaye a été réfutée par Rava. Et la Amarava, Idi ve Idi, de lo kabil aleonsa vezola. Dans les deux Mishnayot, on parle de la même chose. Amekabel Tson Barzel. Qui dit Tson Barzel dit responsabilité. Dans le sens où il y a une obligation de rembourser la totalité du capital, coûte que coûte. Seulement, Gabe Bechora, Hainu Tama, de Ilu ate Oved Kochavim Ba'ezuze velo yaivle, tafis la behema. Veilo mashkach la behema, tafis vladot dida. והרי יד עובד כוכבים באמצע. וכל שיד עובד כוכבים באמצע, פטורה מן הבכורה. En réalité, c'est clair que c'est considéré comme que le juif, Vadaï, c'est lui qui est propriétaire, c'est-à-dire le métayer, c'est sûr qu'il est propriétaire de son salaire. Il a reçu une progéniture comme salaire, c'est sûr que ça lui appartient. Et donc, Vadaï que c'est considéré comme ribit. Pourquoi? Parce que quand son partenaire, c'est-à-dire le propriétaire du troupeau, lui a donné 100 000 shekels de valeur de troupeau et lui dit tu es obligé de me rendre des 100 000 shekels plus la progéniture, alors dans ce cas-là, c'est sûr que ça a l'air d'être un ribit. Mais pourquoi notre Mishnah nous a dit que tout de même, au niveau de Bechor, il n'y a pas de Gdushat Bechor, comme si ça appartenait au Goy? Pourtant, ça appartient aux Juifs. C'était son salaire. Il dit, mais étant donné que le Goy a un droit de saisie, et il peut se rabattre là-dessus, ça s'appelle Yad Oved Kochavim Ba'emtsa. Au niveau de la Bechora, la Kedusha de Bechora, elle est allergique à la propriété du Goy. Et donc, même s'il n'est pas vraiment propriétaire, il a juste un droit de réclamation, un droit de saisie dans le sens où il va se rabattre là-dessus. Ça s'appelle déjà Yad Oved Kochavim Ba'emtsa. Je répète ces trois mots. Yad Oved Kochavim Ba'emtsa. Et ça suffit pour faire sauter la Kedusha de Bechora. Regardez comment dit Rashi. Rashi dit Hacha Gabe Bechora, lav mishum de'ave birshuto shel Oved Kochavim. Et là, mishum de mashkon avec Gabe. Ce n'est pas que le Goy est propriétaire. Vadaï qui n'est pas propriétaire. Mais il a tout de même un droit de mashkon. C'est quoi mashkon? Un gage, c'est une garantie. Étant donné que ce troupeau est hypothéqué, il y a un droit de saisie là-dessus. C'est ce qui fait que cette caution-là ne peut pas avoir la Kedusha de Bechor. Kedusha de Bechor ne peut pas avoir lieu s'il y a d'Oved Kochavim Ba'emtsa. Donc ça va loin. Ça veut dire que la Kedusha de Bechor, elle est, comme j'ai dit, très sensible.
elle disparaît très facilement. Dès que le goy a une emprise là-dedans, même s'il n'est pas propriétaire, ni propriétaire réel, ni propriétaire potentiel, il a juste un droit de saisie, parce que cet objet est mashkon, eh bien ça suffit pour faire sauter la kedusha de Bechor. Si j'étais en France, je serais saisi au CIC pour acheter du détail, et j'arrive pas à rembourser le crédit, ils ont le droit de saisie sur le détail, donc quelque part le détail, je ne peux pas faire de Bechor. Mais il faut que ce soit quand même une hypothèque. Il faut que ce soit quand même une hypothèque.